Ils ont 20 ans. Le regard ironique ou nostalgique sur ces magazines périmés, sur ces souliers démodés, Les petits talons. sur ces dépouilles d'un temps qu'ils n'ont pas connu. URSS, tu cherches Vatican. Vatican, oui. Au fond, que savent-ils de ceux qui portaient ces vêtements, qui écoutaient ces disques? Ces jeunes des années 60, devenus aujourd'hui leurs parents, et pour certains, leurs grands-parents. Went to a dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann, Barbara Ann. Ces grands-parents, les voici. Dans les années 60, ils venaient d'avoir 20 ans. Nés après-guerre, ils profitaient de la croissance, du plein emploi, de l'allongement des études. Ils consommaient sans état d'âme, découvraient les loisirs et ignoraient le chômage. Ils chantaient non à la guerre, oui à l'amour. Ces jeunes d'hier ont-ils eu plus de chance? Étaient-ils plus heureux que ceux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, dans un monde désenchanté, que reste-t-il des rêves des années 60? Quel regard les jeunes d'aujourd'hui portent-ils sur la génération du baby-boom? Ça va? Cette question, nous l'avons posée à ce groupe d'étudiants. Leur école les forme aux métiers liés à la culture. Ils ont, dans le cadre de leurs études, reçu pour mission de créer sur Internet un site consacré à la jeunesse des années 60. Quel regard vous portez, Johanna? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ça? Avant de nous intéresser à leur projet, nous allons faire connaissance. Que la femme a prise aujourd'hui. Ils ont entre 19 et 24 ans et viennent d'horizons très divers. S'ils étudient à Paris, aucun ou presque n'est parisien. Marie-Lou est corrézienne. Johanna vient de Normandie. Rudolphe, lui, arrive de la Guadeloupe. Mais la majorité d'entre eux ont grandi et vivent en banlieue parisienne. Fanchon est de Sarcelles. Fatoumata vit près de Gennevilliers. Quentin vient de Seine-Saint-Denis. Tout comme Nicolas, spécialiste des danses urbaines qui étudie le hip-hop, Ludovic a été animateur dans un centre de loisirs en banlieue. Ils n'ont classe que le matin, l'après-midi, la plupart ont dû se trouver des petits boulots pour financer leurs études. Avant de les suivre dans leur projet, nous voulions avoir une idée de l'image qu'ils se font des années 60. C'est noir et blanc déjà. C'est bien peigné, c'est joliment habillé et ça swing. C'est ça les années 60. Ça a l'air de groover les 60s en fait. Et ils ont l'air de s'amuser. Ça a l'air plutôt agréable. Je pense que ça m'aurait plu d'y vivre. J'aurais beaucoup aimé avoir 20 ans dans les années 60. J'ai l'impression qu'on est tous un peu nostalgiques de cette période et qu'on aurait bien aimé, enfin moi personnellement j'aurais bien aimé vivre dans les années 60. La recherche d'informations a commencé chez eux, dans leur famille. Ils ont recueilli des anecdotes, retrouvé des photos. Moi j'ai connu la période d'avant la conception. Très vite, les souvenirs de leurs parents nuancent leur enthousiasme. La France dans laquelle ils ont grandi sort de l'après-guerre. Les logements sont rares, les familles nombreuses, le confort absent. À leur âge, à 20 ans, les jeunes ne sont toujours pas majeurs. Je pense qu'il y a un gros décalage entre l'image fantasmée qu'on a des années 60, qui est la libération, Woodstock, la musique, un essor culturel très très important, et ce que nous ont raconté nos parents. Et les images d'archives retrouvées sur Internet finissent de dissiper leurs illusions. À l'époque, la conduite des jeunes filles est surveillée de très près par la famille. Contraception absente, avortement interdit. Elles vivent dans la crainte d'une grossesse non désirée. Pour les garçons, le service militaire est passé à 28 mois, près de 2 ans et demi, et ils vont devoir se battre en Algérie. 28 mois de service militaire, tu rends compte? On a fait une journée, nous. Dans les images que j'ai vues, le fait que les hommes partent pour le service militaire, ça m'a vraiment marqué. On leur impose ce fait-là de participer à cette guerre,
Même s'ils sont pour ou contre, on ne veut pas savoir leur opinion. On ne discute pas l'obligation militaire à cette époque. À 20 ans, on doit partir dans les Aurès. Et donc je me dis que c'est vrai que les filles à cette époque-là, elles devaient avoir leurs copains qui partaient, ça devait être vraiment super dur. Pour celles qui les attendent, le retour est aussi pénible parfois que le départ. Parce que les gars partent et puis quand ils reviennent, c'est plus du tout les mêmes. Comment ils sont quand ils reviennent? Oh, ils n'ont plus du tout le même caractère, ils n'ont plus envie de parler, ils n'ont pas envie de sortir, rien. Alors d'après ce qu'ils ont vu là-bas, ils n'osent pas en parler, ils évitent de nous rencontrer. C'est Lucie qui a été chargée de la coordination de ce projet sur les années 60. Quentin et Johanna recherchent des images dans les archives audiovisuelles. Fanchon rédige les articles et les légendes des photos. Quant à Jasmine, elle fouille les collections de vieux magazines en quête de documentation. Mais tous apportent leur contribution à ce travail. Ils ont commencé par faire le tour des salles des ventes et des brocantes à la recherche d'objets usuels des années 60. Alors attends, fais voir. C'est super, regarde ce qu'elle a trouvé, regarde. Jasmine rapporte de sa visite des magazines d'époque. Les journaux parlent de Kennedy, de Gaulle, du pape, de Khrouchtchev, mais très peu des jeunes. À quoi ressemblaient-ils ces jeunes des années 60 ? Qui sont les baby boomers ? Ce sera le premier titre de leur site, même s'ils n'ont pour l'instant que quelques photos en noir et blanc et la couverture d'un magazine pour donner un visage à ces jeunes des années 60. Qu'est-ce qui se cache derrière ces sourires sages ? Une jeunesse en ébullition qui découvre les rythmes venus d'Amérique. Témoin, ce premier concert de rock'n'roll en France, à Strasbourg, avec Bill Haley. À son tour, Gene Vincent réunit pour un festival de rock plusieurs milliers d'adolescents au Palais des Sports de Paris. La presse parle d'hystérie, dehors c'est l'émeute. Dans cette jeunesse frénétique, les parents hésitent à reconnaître leur progéniture. Car tout a changé à partir des années 60 avec l'arrivée des baby-boomers, ce raz de marée démographique de l'après-guerre. Ces jeunes ont grandi et sont brusquement devenus si nombreux à vouloir entrer à l'université que le système éducatif est débordé. Les protestations se multiplient contre des facultés exiguës et désuètes, contre le manque de place dans les résidences universitaires. Ils réclament des amphithéâtres, des maîtres, et certains même, qui ne tarderont pas à faire parler d'eux, exigent un salaire pour les étudiants. Quand on est étudiant, on n'a pas d'indifférence financière, étant donné que les étudiants ne sont pas rémunérés, alors qu'ils devraient l'être. Et pourtant, en ces années de boom économique, ils n'ont pas à se plaindre. Chaque jour, le seul France Soir affiche plus de 1000 offres d'emploi. Tous les secteurs d'activité offrent des débouchés. Faire son chemin est à la portée de tous. Et à défaut d'une carrière brillante, ils savent qu'ils auront au moins un emploi stable. Et l'avenir vous fait peur? Non, pas du tout. Ah, la chance. Non, tu vois, l'avenir vous fait peur, pas du tout, quoi, maintenant. Une confiance en l'avenir qu'envient les jeunes d'aujourd'hui. Eux sont inquiets. Ils appartiennent à une génération qui ignore la sécurité. Ils savent qu'ils commenceront leur vie par une chasse au petit boulot et au travail précaire. Aujourd'hui, enfin, je vous le dis clairement, moi je suis pétrifiée. J'ai peur. J'ai quand même l'impression que même en faisant des études, c'est encore pas suffisant aujourd'hui. J'ai la sensation que plus je ferai d'études et moins je trouverai de travail. On a, oui, cette espèce de spectre du chômage au-dessus de nos têtes. Ils savent que contrairement à leurs aînés, la société ne les attend pas. Ils se sentent face à un mur de brouillard. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait plus un sentiment de tout est possible. Le sentiment que tout est à faire, tout est à créer. On a les mains, on a la motivation pour. Dès le début des années 60, ces jeunes se démarquent de leurs aînés.
à l'image d'une nouvelle vague de cinéastes dont les films sont à la fois le modèle et le reflet de leur génération. Godard, Truffaut, Chabrol mettent en scène une jeunesse avide de liberté qui casse les codes et bouscule la morale. Une image dans laquelle cette génération aime se reconnaître. Une bonne partie de mes camarades font comme, presque comme dans les films. Je trouve que c'est vraiment le cinéma qui a montré la vérité, la vie telle qu'elle est. J'aime bien ces films. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensuels. Surtout les films sensuels. J'adore ça. Ça ne vous choque pas, alors? À nouvelle vague, nouvelle génération d'acteurs. Jeune, il est pas mal. Hein. Ouais. Mais nous, on le connaît que... Nous, on le connaît vieux. Ouais. Moi, je vois pas sa tête de quand il était jeune. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Et Delon? Ouais, bah Delon, regarde. Ah ouais, il est pas mal. Non, ouais. C'est celle-là, d'ailleurs. Il est pas mal. Moi, je préfère son fils. Non, moi, je préfère le... Regarde. Ah oui. Mais il y avait Delon, il y avait Brialy... J'avais noté Cassel aussi, si tu veux. Ces acteurs passent pour les enfants terribles d'une époque encore très sage. Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent Cassel, fait tourner la tête de bien des jeunes filles. Toutes celles qui se bousculent dans les castings rêvent de se retrouver un jour dans ses bras ou dans ceux d'Alain Delon. Parmi ces espoirs, on croise des visages dont certains deviendront familiers. Et d'autres qui ne quitteront plus jamais l'affiche. C'est le cas de cette jeune fille qui n'a pas encore 20 ans en 1962. On voit beaucoup de photos de vous. Finalement, vous n'êtes jamais pareil. On dirait qu'on est, excusez-moi, pas tout à fait fini. À 19 ans, c'est normal qu'on n'ait pas encore trouvé un style. Oui, mais quel style est-ce que vous voudriez avoir? Comment est-ce que vous voyez, par exemple, dans 2 ou 3 ans? Dans 2 ou 3 ans? Je sais pas, vous savez, je pense pas tellement à l'avenir d'une façon aussi lointaine. Pour moi, 3 ans, c'est très loin. C'est le cinéaste Roger Vadim qui est son Pygmalion. Quelques années plus tôt, il avait déjà tiré de l'ombre une autre ingénue de 20 ans, Brigitte Bardot. À l'époque, elle vit sous la pression des paparazzis et des journaux à scandale. Elle a même tenté de se suicider. Elle parle du poids de sa notoriété à François Chalais. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable, justement. Parce que finalement, une actrice, c'est une actrice, bon, mais avant tout, c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle est faite comme toutes les femmes. Elle a un cœur, de la peau, des yeux, des cheveux et une âme. Et elle a envie aussi de vivre comme une vraie femme. On est allé avec vous, je crois, plus loin qu'on est allé avec personne. C'est vraiment un labyrinthe, on ne sait plus quoi faire. Quand il paraît un article dans un journal faux et que je le dément, les gens pensent que je le dément parce qu'il est vrai. Si je ne le dément pas, on se dit elle ne le dément pas, donc ce qui a marqué est vrai. On ne sait plus quoi faire pour faire surgir la vérité, pour que on soit soi-même en règle avec sa conscience, on se sent honnête et propre. Il n'y a aucune raison que les gens vous salissent inutilement. Et même pour vendre un journal, ou même pour faire plaisir au public, ou même parce que c'est la nouvelle vague, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. A-t-elle le droit de se plaindre? En tout cas, elle paye cher son mépris des convenances. Bardot incarne l'émancipation sexuelle dans un monde où l'école sépare encore les filles des garçons. Jusqu'en 66, les filles et les garçons sont séparés à l'école. Jusqu'en 66? Ouais, 1966. Ok. Pour les illustrations, on pourrait mettre des photos de classe de garçons et de classe de filles. Ce serait sympa, ça. Carrément. Parce que ça montre bien qu'il y a une vraie séparation dans les classes. D'ailleurs, ça devait être horrible. T'imagines les classes que de garçons. Pour les garçons et les filles de cette génération, les rencontres sont comptées. Ils ne se voient que le dimanche ou le jeudi, jour de congé scolaire. On se vole des baisers, on s'écrit en cachette et finalement on se connaît très peu. L'autre sexe reste une énigme. C'est vrai, on a tellement envie de voir ce que c'est de voir des garçons tous ensemble, ce qu'ils font, etc. Parce que, par exemple, vous voyez, je vais quelquefois dans les surprises parties, mais j'ai l'impression, on voit pas du tout les garçons comme ils sont dans la vie, quoi. Et alors dans la vie, comment sont-ils? Eh bien justement, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Vous ne les voyez pas beaucoup? Mais non, et alors, je crois que ça doit être formidable. Puis ils ont plein de sens de l'humour, et puis
Ils sont plus drôles que les filles. Ah non? oui, beaucoup. Et puis ils sont plus sains, moi je trouve. Vous savez, les filles, il n'y a pas plus méchant. Non, c'est vrai. Puis même sous des petits airs très gentils, il faut toujours se méfier. Tandis que les garçons, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus droit. Je pense qu'on n'a pas exactement la même vision qu'elle. Quand on a été confronté aux garçons à partir des plus jeunes classes et du plus jeune âge, c'est pas pour ça qu'on les apprécie moins, mais je pense qu'on les connaît mieux et que nous connaissent mieux. On sait qu'on peut avoir des meilleurs amis hommes et des meilleurs amis femmes sans qu'il y ait de tension sexuelle ou sans qu'il y ait la moindre ambiguïté. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie tous énormément. Dans les années 60, la première préoccupation des garçons et des filles est de se donner rendez-vous à l'écart des parents. À la piscine, les filles se laissent déshabiller du regard. La patinoire offre aux garçons l'occasion de rompre la glace. Un mot nouveau vient de faire son entrée dans le vocabulaire, le dragueur. C'est vrai, mais c'est de plus en plus difficile parce que vous sortez qu'une fille qui est très bien, puis 10 mètres plus loin, il y en a encore une qui est encore plus bien. D'abord, il faut que j'arrive à l'accoster, si elle n'est pas trop... pas bêcheuse, mais enfin, si elle n'est pas trop... ça ne va pas pondre au premier abord, quoi. Si ça marche, ben, j'essaye de la distraire. Je lui raconte un tas de trucs, quoi. Je la bluffe le plus possible. Je sais pas. Vous la faites rire? Oui, j'essaye beaucoup. Ouais, C'est important pour vous qu'elle rie. Oui, il me semble que quand elle rit... Elle commence à marcher. Ouais, c'est pas qu'elle commence à marcher, mais c'est que je marque des points, quoi. Et alors, après, une fois que vous... Non, mais je pense que ça a changé aujourd'hui. Les femmes ont aussi pris leur part dans la drague, complètement. Peut-être le résultat de 60 ans de féminisme aussi. C'est possible. Ouais, elles se sont émancipées sexuellement, ça va de pair. Particulièrement recherchée à l'époque par le Casanova parisien, la jeune fille de province que le désir d'une autre vie conduit vers la capitale. Il faut pas se laisser entraîner, c'est tout. Ils voient tout de suite, malgré tout, la petite provinciale qui arrive et qui est dépaysée. Aussitôt, ils essaient de l'accaparer, de s'occuper d'elle. Il y a des jours où on a tellement le cafard, et lorsqu'on trouve un jeune homme qui est bien gentil avec nous, on est bien content d'aller avec lui. On se laisse entraîner, c'est fatal, on se laisse entraîner, et puis, vous savez, il arrive ce qu'il doit arriver, quoi. Et c'est souvent la jeune fille qui apporte les conséquences. Leur réputation est un capital que les jeunes filles protègent encore farouchement. Dites-moi, est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage? Pas pour une femme, non. Pourquoi? Parce que, à mon idée, moi j'ai envie de rester pure pour mon mari. Oh. Comment elle fait pour choisir? Ben ouais. Mais les garçons, alors c'est quoi? C'est différent de vous? Il sera pas pur, lui. Oui, mais ça fait rien. Je trouve qu'un garçon, quand même, a besoin d'avoir des liaisons. C'est tout à fait naturel. Moi, je suis assez stricte là-dessus. Je crois qu'elles doivent garder une certaine pureté, tout en étant très gaies, très évoluées. Je trouve qu'elles doivent rester pures. Alors, vous êtes contre l'égalité? Absolument contre. Ça m'a fait réagir parce que j'ai trouvé ça extrêmement rétrograde, surtout le passage où cette jeune fille dit qu'une femme doit rester pure alors qu'il est tout à fait normal et presque conseillé qu'un garçon ait des liaisons avant son mariage. Il y avait un décalage tellement énorme qu'aujourd'hui ça nous paraît complètement fou qu'on puisse tenir un tel discours. À l'époque, une jeune fille se devait d'être vierge le jour de son mariage. En 50 ans, les mœurs se sont inversées. La norme, clairement, c'est passé 17 ans. Enfin, je veux dire, plus personne n'est vierge. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se débarrassent de leur virginité en une nuit avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas forcément et l'acte se déroule pas forcément très très bien. Et elles le regrettent ensuite profondément parce que ça reste quelque chose d'important, malgré le fait qu'on essaie de nier l'importance que ça a. Si une époque est identifiée par sa musique, ce sont bien les années 60. Oh, regarde, ils nous sortent Sylvie Vartan, Johnny Hallyday. À tel point que cette musique a donné son nom à toute une génération, les yéyés. C'est génial. Des millions de disques vinyles comme ceux-ci s'entassaient dans les chambres d'adolescents. Il est poussiéreux, mais il n'est pas rayé, regarde. Ah,
vraiment belle. Tu es toujours près de moi. Le plus joli métier du monde. Sheila! Ah, c'est Sheila! Oh, avec le petit nœud. Et regardez le maquillage! Et avec la... Et regardez, la dédicace. L'heure de la sortie tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Club Sheila. Si vous souhaitez adhérer au Club Sheila... Ah, il y a un Club Sheila! Et recevoir le journal de Sheila, écrivez Club Sheila dans le 8e. Aujourd'hui, c'est pour nous des objets super anciens. Et en fait, c'était leur quotidien, quoi. C'est des CD qui se passaient, qui s'échangeaient, il y a leur nom marqué dessus. C'est vraiment des trucs qui sont en fait maintenant des objets historiques, quoi. C'est vraiment... Je sais pas, je trouve ça un peu émouvant. Genre, un peu archéologue. On se sent un peu archéologue quelque part. Enfin, non, je sais que c'est... Non, et ça paraît peut-être con, mais... T'as réellement l'impression que ça a appartenu à quelqu'un, quoi. Enfin, ouais. Ça, Ouais. Ce serait bien si on pouvait le prendre en photo, ouais. 1967. Toutes ces chansons, tous ces tubes, bons ou mauvais, trahissent l'impatience d'une jeunesse qui s'émancipe. Elle se déchaîne à Paris, au Golfe Drouot, et la contagion gagne l'Olympia avec Frankie Jordan, ou encore Eddie Mitchell, qui a rapidement compris la recette du succès. C'est-à-dire que vous prenez un peu de violence, un peu de douceur, beaucoup de rythme, et vous secouez le tout et vous sortez une chanson. Reviens-moi, je t'en supplie, car je t'espère le jour et la nuit. Je suis plus tendre qu'un agneau, car j'ai compris et je t'aime trop. L'année 61, je crois que ça a été l'année de la violence. Le rock a vraiment commencé à marcher en France, ça a été l'année de la violence. Parce qu'avant, ils n'entendaient rien. Avant, ils arrivaient, papa, on casse tout. On serait resté 5 minutes sur scène ou 3 heures, c'était exactement la même chose, ils n'avaient rien entendu. Mais le maître incontesté du genre, c'est déjà lui, et il n'a pas encore 20 ans, Johnny. En 1961, ses fans cassent 700 fauteuils à Paris. Public de voyous, cow-boys de pacotille. Il est éreinté par la presse, mais chaque soir, les salles sont pleines à craquer. Mais tout de même, est-ce que vous ne trouvez pas que votre succès, justement, est un peu exagéré? Bien, il se trouve que l'argent des gens, je ne vais pas le prendre dans leur poche. S'ils veulent me le donner, c'est parce que ce que je fais leur plaît. Je ne sais pas combien de temps ça durera, peut-être que demain ça sera fini. Au lieu de recevoir 10 ou 20 coups de téléphone dans la journée, j'en aurai plus. Il n'y aura plus de coups de téléphone, on ne se demandera pas ce que j'aurais fait de mon argent. Enfin, il se trouve que pour l'instant, ça marche. Je ne sais pas combien de temps ça... Mais il commence à 19 ans, c'est ça? Il commence, ouais, 19 ans, il faudrait le marquer, ça vraiment, c'est important. Le fait qu'il a le même âge que les personnes qui le regardent. Pour la première fois, une culture jeune est en train de voir le jour. Elle possède son langage, sa musique, sa mode. Vraiment, à mon avis, faire un onglet, les idoles, les yéyés... Ok. Les pseudonymes des nouvelles vedettes de la chanson doivent impérativement être empruntés outre-Atlantique, car avec le rock, c'est la panoplie de l'Ouest américain qui débarque en Europe. Les bottes, les chemises de cow-boy et bien entendu, le blue jean. 50 ans plus tard, il porte toujours ces jeans que rien n'est parvenu à démoder. Quant à ce perfecto, il vient aussi d'Amérique. C'est un blouson de cuir doublé destiné aux premiers motards. Accessoire indispensable à ceux qui ne pourront jamais s'offrir la légendaire Harley-Davidson. Quentin et Nicolas se sont chargés de ramener quelques photos de cet autre emblème de l'Amérique. Ouais, elle est ouf, celle-là, elle va te plaire. Dans les années 60, la moto est synonyme de liberté et de vitesse pour les jeunes. C'est Elvis, avec ses nombreux Harley, qui a rendu l'engin populaire auprès des jeunes Français. Oh là, celle-là, à l'ancienne. À l'époque, motard égale mauvais garçon. Cette image a été sacralisée par Marlon Brando dans le film L'équipe est sauvage. Pour entretenir leur bruyante machine, certains jeunes fanatiques sont prêts à se priver de tout. De quoi discutez-vous entre vous? Ah, moto. Ah, moto. Uniquement? Ah oui, uniquement moto. C'est votre seule préoccupation? Ah oui. Et dans la vie, au travail, avec vos camarades de travail? Ah ben alors là, on pense à autre chose. On essaye de penser à autre chose.
Moi, je suis menuisier, par exemple. Bon, j'enfonce un clou, mais je pense à ma moto. Ça n'a pas changé. Hein. Le motard qui parle de sa moto, de toute façon. À 20 ans, la majorité des jeunes n'a pas les moyens de s'offrir ces coûteuses machines venues d'Angleterre ou d'Amérique. Il leur reste notre mobilette bien française. Qu'est-ce que vous avez comme cyclomoteur, vous? Oh bah une moto bécane de sport, spécial 50. De sport? Oui. C'est-à-dire c'est une moto sur laquelle vous êtes allongé, c'est ça? Oui, c'est ça, petit guidon quoi. Un tout petit guidon, un guidon italien. Tout. Et ça vous plaît? Oh oui, c'est bien. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi ce modèle? Oh parce que ça fait sans ça, le reste ça fait papa quoi, ça fait jaune. Et vous l'avez décoré votre... Ah ouais, j'ai mis une queue sur une antenne, des sacoches, tout. Une queue de renard? Ouais, c'est ça. Et vous sortez en bande avec les copains? Ouais, ça arrive, ouais. Oui? En ce moment, pas trop. Parce que là, je veux la revendre, là, je veux avoir une moto plus puissante. Pourquoi? Bon, parce que j'aime bien la vitesse et puis ça me plaît, ça frime mieux, quoi. C'est peut-être un peu moins identitaire aujourd'hui, la mobilette et le scooter. Il y a moins un effet de bande, mais on aime aussi le trafiquer. Je pense à mes années collège et lycée. On aime changer le pot et le guidon et puis installer des jantes sur le côté et frimer avec, oui, c'est vrai. Peu à peu, la jeunesse des années 60 commence à se débarrasser du corset moral des aînés. Si les jeunes filles refusent toujours d'accorder aux garçons l'irréparable, les couples n'en finissent pas d'épuiser la volupté du baiser profond. Le flirt s'affiche sans complexe, sous le regard des passants honnêtes, de nouvelles mœurs qui restent plus ou moins bien vues des adultes. Je leur ai dit que ma vie privée ne les regardait pas, que moi je n'étais pas mariée, que je n'avais pas d'enfant, que si je voulais faire la bringue, j'avais le droit, que rien ne me retenait, que j'étais libre. Ça ne vous gêne pas d'avoir, comme ça, plusieurs flirts? Maintenant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe maintenant. Ah, ouais. Maintenant, vous sortez une fois, vous flirtez le soir avec le gars, vous le revoyez plus, ça fait rien. C'est comme ça. Puis le lendemain, tiens, je flirte avec un tel, il était comme ça, et petit et patata. Les femmes s'émancipent de plus en plus et qu'il y a vraiment... on commence vraiment à parler du flirt. Il y a dans les romans photos, et c'est vraiment important, je crois, le fait qu'on évoque les flirts. Mais quoi, c'est dans Elle? Ouais, Elle et Mademoiselle Ashlandre. Ça, on va illustrer avec ça. J'avais vu un roman photo, et puis il y a aussi une histoire, des histoires de flirt. As-tu vu le loup? C'est quand même... Il y a un sacré double sens. Hein. As-tu vu le loup? C'est quand même super années 60. En 1960, le micro-sillon 45 tours a fait son apparition. Mais il marche en plus celui-là, regarde. 3 ans plus tard, la France ne compte pas moins de 20 000 jukebox dans les bars et les clubs. Il y a encore quelques bars, aux 10 bars notamment. Ouais, il y a un jukebox, tu mets 1 euro, je crois. Le jukebox participe au développement du rock aux côtés d'une autre nouveauté, l'électrophone. Voici le cadeau dont rêvent tous les jeunes de cette génération. Le plus célèbre est de marque Tepaz. Portable, il permet d'écouter de la musique dans sa chambre. À l'époque, ce n'est pas rien. Il en existe près de 1200 modèles. C'est le plus rare, c'est le plus coté, c'est le plus rare. Celui-ci, c'est celui qu'il y avait chez Larry, qui chantait L'école est finie. D'accord. Elle a une jupe écossaise. Le Tepaz est l'invité de toutes les surprises parties, avec ses complices, le rock, le Madison ou le hooly-gooly. Salut les copains! Mais avant tout, il y a le transistor. Il permet désormais d'entendre partout l'émission culte de cette génération. La moitié des jeunes écoutent Salut les copains et autant feuillettent le magazine auquel il a donné naissance. L'industrie musicale en perte de vitesse est relancée. Les 3/4 des disques achetés le sont par ces jeunes. Vous achetez combien de disques par mois? Un par semaine en général. Un 33 tours ou un 45 tours? Un peu les deux. Ça dépend, ça un 45, des fois un 33. Je suis même plus sûr que ça existe encore, ça. Un mec qui achète un disque
par semaine. Non, par contre, ils téléchargent tous les jours, ouais. Ouais. Pas de piratage ni de crise du disque à l'époque. Le succès des nouvelles vedettes est si rapide et le public si peu exigeant que tous se voyaient déjà en haut de l'affiche. Pourquoi tu changes tous les diables en anges? Pourquoi tu mets mon cœur? Les cheveux, j'aimerais trop me faire une... Mais ça fait vachement Amy Winehouse. Bah oui. Musset, Merlin, c'est baroque. Et pour me dire je t'aime, tu fais marcher le jukebox. Jolie petite Sheila, j'aime bien. Lorsque parmi ces débutants apparaît un visage familier, elles hésitent à lui donner un nom. Il y a un léger strabisme. J'ai déjà vu. Le fait d'avoir un père célèbre, connu, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un avantage? Un programmateur de radio reçoit 200 disques par semaine. Et sur ces 200 disques, il va en passer peut-être une cinquantaine, peut-être même pas. Or, s'il ne connaît pas un disque, mais qu'il voit un nom qu'il connaît sur la couverture, il va peut-être l'écouter plus rapidement qu'un disque qui n'a pas un nom connu sur la couverture. Alors regarde déjà, hop, piston quoi. Ouais, c'est ça en fait. Tu sais au fait pourquoi on les appelait les yéyés, tout cela là? Ah non, pas du tout. C'est parce que dans les chansons américaines, tu sais, ils chantent toujours les yé à chaque fin de phrase et que littéralement pour le traduire, ça s'est fait les yéyés pour toute cette génération. Ah, c'est resté. C'est resté, ouais. Ce public de jeunes, de plus en plus nombreux, a incité la télévision à confier à Albert Esner un programme hebdomadaire, Âge tendre et Tête de bois. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi, il vous prendra. Je trouve que c'est une super époque. Moi, c'est vrai que ça me fait rire, mais je trouve que c'est des gens qui se prennent pas au sérieux, qui se prennent pas la tête. Enfin, je vois Sheila, elle était en plein dans son délire, quoi. C'était beaucoup plus chantant, beaucoup plus musical, beaucoup plus joie de vivre. Les yéyés, moi j'ai l'image de Clo-Clo, ouais, c'est un peu démodé, mais c'est vrai qu'on connaît tous par cœur les chansons. D'ailleurs, on peut tous en chantonner un air, on peut tous en citer et faire la choré, quoi. C'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. C'est le même métier qui ce soir recommence encore. C'était l'année 62. Bien sûr, les goûts musicaux ont évolué, mais ils se sont avant tout individualisés, fragmentés. Aujourd'hui, pour moi, la musique, c'est une consommation complètement différente. On l'écoute partout, on l'écoute dans le métro, on l'écoute. C'est vrai que c'est un peu individualiste. Chacun a son iPod, chacun va écouter la musique dans le métro. Je sais que beaucoup de personnes de mon entourage vont pas forcément connaître mes goûts musicaux si je leur en parle pas. C'est très personnel en fait. Pas comme voilà, les années 60, c'est yéyé, rock'n'roll. Et vraiment, c'est très fédérateur et tout le monde va écouter à peu près la même chose. Des amis ont confié à Roxane des images d'amateurs des années 60. C'est quoi, c'est des petites séquences? Ouais, c'est des petites séquences de mariage. Alors j'ai regardé ça très vite fait, donc je crois que c'est des films amateurs avec des scènes de mariage avec des enfants. Ouais, c'est important d'évoquer le mariage de toute façon dans la vie d'une femme à l'époque des années 60, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est finalement de s'épanouir et le mariage, c'est quelque chose, c'est un plus. Bah, je pense que dans les années 60, le seul entre guillemets avenir de la femme, c'était il fallait qu'elle se marie.
À 30 balais, si elle n'était pas mariée, c'était un peu... Même à 25 ans. Et même pour une star du yéyé comme Sylvie Vartan, le mariage reste à l'époque le premier objectif de toute jeune fille. Vous auriez envie de vous marier? Oui, j'aimerais beaucoup me marier. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça doit offrir une stabilité et que dans le métier que je fais, c'est très important. Quand 8 mois ou 5 mois par an, on est obligé de partir en tournée, on a besoin d'avoir moralement un appui et de se dire je suis mariée, j'ai quand même un foyer, j'appartiens à quelqu'un, enfin. Sylvie appartiendra à Johnny 2 ans plus tard, en avril 65. Elle a 21 ans, il en a 22. À l'époque, le jour du mariage, la jeune épouse passe de l'autorité du père à celle du mari. Et le lendemain, au statut de femme au foyer. Une femme n'est pas faite pour travailler. La place idéale d'une femme, c'est être à son foyer, s'occuper uniquement de l'éducation de ses enfants. Une femme, son rôle, à mon avis, c'est d'élever des enfants, d'avoir des enfants tout d'abord et faire leur éducation. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, à tout point de vue. D'ailleurs pour le ménage, pour les décisions, pour beaucoup de choses, pour les enfants. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme. Rares sont les jeunes femmes des années 60 qui remettent en question cette vision du couple. Ils ont été éduqués à faire des concessions, savoir vivre avec quelqu'un, passer sa vie avec. Et je crois que maintenant, on est plus éduqués dans vie ta vie, vaut mieux être indépendant qu'être avec quelqu'un. Et je crois qu'en fait, ça complique le rapport au couple. Je crois qu'en fait, les gens sont assez perdus dans le couple. Ils savent pas trop. Ils savent pas trop s'ils ont envie de s'amuser, mais en même temps, ils ont envie de construire quelque chose. Donc dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils se disent que c'est pas la bonne personne. Donc il y a une peur, je pense, de toute manière, de l'engagement. En ce début des années 60, la télévision produit de plus en plus de magazines pour les moins de 20 ans. Je trouve pas qu'il y a énormément quand même de programmes pour les jeunes. C'est quand même... Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à ça. Un sujet revient fréquemment dans ces émissions, les bandes de jeunes. Au début des années 60, l'augmentation de la délinquance juvénile préoccupe les responsables de la jeunesse. Au square Saint-Lambert à Paris, des jeunes traînent, se bagarrent, vandalisent. On les appelle des blousons noirs. La télévision enquête. À quoi occupent-ils leur journée? En dehors du square, qu'est-ce que vous avez comme distraction? Cinéma. Vous allez souvent au cinéma? Ah oui, souvent, oui. Vous allez dans tous les cinémas? Oui, à peu près tous. Et partout, vous êtes bien sûr? Ça dépend, quelquefois, lorsqu'on est mal habillé, je me souviens qu'une fois, on s'était fait vider dans le cinéma, quoi. Où ça? Oh, je préfère pas citer le nom. Et comment vous étiez habillé, alors? Comme on peut appeler en voyou, quoi. À la sortie du cinéma, la bande se partage entre baby-foot, flipper ou fête foraine. C'est là qu'ils croisent d'autres bandes, celles du métro Glacière ou de la place Ballard. On se toise, on se provoque, chacun se prétend chez lui, sur son territoire. Entre la bande du square Saint-Lambert et quelle bande? Oh. Celle de la porte de Vanves? Oui, quelquefois, oui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez ou quoi? On se bat, oui. Sérieusement? Ah, ça fait mal, oui. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ouais. Et quelle est la réaction de la police quand il y a des histoires comme ça? Oh, quand elle chope des gars, à ce moment-là, elle cogne, quoi. C'est pas la même violence qu'aujourd'hui, je pense. C'est juste pour faire les cacous. On aime pour les adultes. En général, quand on est comme ça, on aime pour les adultes. Si vous faites une petite bêtise, tout de suite, écraser un carreau pour appeler la police. Ils voyaient qu'on avait un blouson noir, on était le plus grand assassin de la Terre, on valait rien du tout. Alors on se mélangeait pas aux adultes. Il n'y a jamais de bagarre, de massacre matériel? Le premier jour qu'on a ouvert, là, par terre, il y en a eu une. Pourquoi est-ce qu'ils se bagarraient? Je sais pas, moi je fais le même Je travail. sais pas pourquoi. Ah, ça se passe comment? La police arrive? Ben non, on nous sépare et puis c'est fini. Allez, dites-moi pourquoi il y a les bagarres. Parce qu'il y a des mecs qui sont sale gueule. Ah, quand il y a des mecs qui ont sale gueule, qu'est-ce qu'on fait? On leur tape dessus. D'abord, au début, elles les admirent un peu. Elles sont fières, par exemple, si elles fréquentent un garçon, si elles le voient faire des bêtises, si
Elle voit que tout le monde l'admire, que tous ses camarades l'admirent, qu'ils en ont peur. Ça donnait l'impression d'être des hommes, enfin des durs. Alors évidemment, ça faisait toujours bien. Ça faisait même mieux que les petits jeunes gens rangés et bien sages. Moi, à l'époque, oui, à 15 ans, je trouvais ça mieux qu'un jeune homme bien rangé, bien sage, bien habillé. Vous avez déjà fait des bêtises? Oh, ça oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme genre de bêtises? Bon, un peu de tout, quoi. Je me suis battu. En étant jeune, j'ai insulté des personnes. Aujourd'hui, tout le monde insulte et tout le monde se bat. Et alors, je trouve que ça a augmenté en violence, mais en fait, c'est assez similaire. Les blousons noirs qui se jouent les grands rebelles, la violence, etc., ça nous fait gentiment sourire. C'est genre un petit coup de pied, ils se moquent d'une vieille qui passe dans la rue. Enfin, c'est vraiment tout gentil, alors que maintenant, le monde dans lequel on vit est beaucoup plus violent. Et ce qui fait que les jeunes, leur comportement et leur manière de se faire entendre aussi est plus violente, parce qu'il y a besoin de taper peut-être plus fort pour se faire comprendre aussi. À côté des bandes de blousons noirs des années 60, il y a les bandes de jeunes, tout simplement. C'est la nouveauté de cette génération du baby-boom. Ils ont pris l'habitude de se retrouver régulièrement en groupe, garçons et filles, pour danser, sortir et s'amuser. Qu'y a-t-il de commun entre un rock dans une maison de jeunes et une soirée dansante dans les beaux quartiers? Réponse, la batterie et la guitare électrique. La même musique réunit les jeunes. Elle semble peu à peu avoir réduit les distances sociales. J'ai invité une fille à danser, peut-être qu'avant, je sais pas moi, peut-être un gars de la classe ouvrière, comme moi par exemple, si c'est une fille de la haute, peut-être qu'avant elle aurait refusé, tandis que maintenant, à part quelques-unes, elles font pas de différence. On va quelque part, on entend nos idoles préférées, il y a d'autres camarades qui s'y trouvent, c'est-à-dire des camarades qu'on ne connaît pas, on commence à parler, on sympathise et puis on se fait beaucoup de copains. Ces nouveaux copains qui rejoignent la bande partagent à leur tour ses rites, ses goûts, se retrouvent dans les cafés qu'elles fréquentent. Aux bandes d'hier ont succédé celles d'aujourd'hui, presque identiques à un détail près. On vit en bande aujourd'hui, comme dans les années 60, mais plus de manière immatérielle. Il n'y avait pas cette facilité à se réunir parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et on est toujours connectés les uns aux autres, mais ça va être plus sur ce qui est Internet ou Facebook ou SMS. Il n'y a plus de rendez-vous une semaine à l'avance où on s'appelait, c'était fixé un point. Là, hop, on fait un petit texto. 13h30, ok, toc, t'es où? Si les contacts entre amis sont simplifiés, il n'en est pas de même dans les relations amoureuses. On est constamment connecté à l'autre, et ça c'est quelque chose qui est très problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être joignable ou atteignable. Et le problème c'est qu'on est constamment du coup en relation avec son amant, son amoureux. C'est-à-dire qu'on doit toujours pouvoir répondre pour pouvoir justifier ce qu'on fait et qui on est. Et je pense que ça, c'est dans le couple quelque chose qui est extrêmement nouveau. Par exemple, ce qui est très drôle, c'est que dans les ruptures, il y a ce truc de vouloir aller sur la page de l'autre pour savoir ce que la personne est en train de faire. Et du coup, il y a un certain voyeurisme en fait qui nous fait du mal et on se force finalement à faire du mal. Lucie et Jasmine ont le sentiment que dans ces années, les goûts de la jeunesse sont de plus en plus éloignés de ceux de leurs parents. C'est pour ça qu'on parle de fossé générationnel, parce Ouais, que c'était vraiment l'opposé, quoi. Bah là, c'est vraiment un fossé, tu vois, ils écoutent Tino Rossi. Il y a un moment, il y a un jeune qui dit que ses parents, c'est des croulants. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment une grande différence d'âge entre les parents et les enfants, tu vois. C'était... Au fur et à mesure qu'ils approchent de l'âge adulte, les jeunes éprouvent le besoin de respirer, de disposer d'eux-mêmes. Ils aspirent à davantage de liberté vis-à-vis de leurs parents. Ah non, on n'est pas du tout aidé par les vieux, quoi. Il faut dire, on n'est pas aidé du tout. Ils ne veulent pas comprendre, ils sont bornés sur leur temps d'avant et puis ils veulent vraiment, des trois quarts, ils ne veulent pas admettre la jeunesse de maintenant, quoi. On ne peut pas comprendre qu'on aime un gars comme Johnny Hallyday, par exemple, il va vous dire c'est un gars qui sur une scène, il crie, il se roule par terre, ils ne peuvent pas comprendre ça. Est-ce que vous avez le même goût que vos parents pour les chansons? Ah non, pas du tout. Mes parents, c'est l'accordéon. Ah bon? Ouais. Et vous n'aimez pas du tout l'accordéon? Bah, je les écoute quand ils mettent la radio, mais autrement, non. Je monte dans ma chambre et j'écoute mes disques à moi. Parce que ce que je reproche à certains parents, justement, c'est de mettre cette barrière entre eux et leurs enfants.
et de ne leur parler que de la pluie du beau temps ou de ne pas se préoccuper de leurs problèmes. Je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui nous avait laissé. Sur le forum de leur site, un baby-boomer a écrit « Nous avions peu de contact avec nos parents. Les parents qui avaient manqué de tout pendant la guerre croyaient faire notre bonheur en nous gâtant. » Il a raison, à cette époque-là, c'était super important pour eux. Le fait, c'était la société de consommation et tout ça, c'était super important pour eux, qui avaient manqué de tout, qui avaient rien eu, de donner à leurs enfants tout ce qu'ils n'avaient pas eu. La nourriture, les vêtements, l'appartement, tout ça, tout ce qui était matériel. Et au final, ils dialoguaient pas avec leurs enfants, quoi. Cette jeunesse des années 60, qui a entretenu des rapports conflictuels avec ses parents, semble, en vieillissant, avoir choisi le dialogue avec ses propres enfants. Je trouve que le fossé générationnel n'est plus réellement présent et moi je l'observe également chez mes amis. Moi, franchement, mes parents, on discute et on a plus ou moins la même vision du monde. Il y a un vrai lien qui n'est pas du tout ancré dans une espèce de clash générationnel. Ce sont eux les parents, moi l'enfant. Si vous voulez, on n'a pas besoin de faire un choix de partir de chez nous ou de se rebeller. Finalement, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'on a tout pour nous. Finalement, on n'a pas à se plaindre. Il y a 2 jours, je suis allée à un concert avec mon père et après on était rejoindre ses amis dans un café. J'ai passé une excellente soirée et je pense que ça, dans les années 60, c'était impossible. Enfin, on n'allait pas sortir dans le même endroit que ses parents, c'était la honte alors. Antoine, l'un des membres du groupe, doit quitter sa colocation. Il cherche un toit. On lui a proposé un studio en banlieue, il hésite. Bah c'est ça l'ennui, c'est que tu vas être loin de tout quoi. Ça dépend dans quelle banlieue t'es. Parce que si t'es dans la proche banlieue, c'est bien, mais si tu dois te taper tout le RER, là t'as pas de voiture, c'est chiant, vraiment c'est dortoir. Moi je trouve que c'est psychologiquement en fait que ça doit être dur. Parce que tu rentres et tu sors pas de ta baraque quoi. Bah les grands ensembles vieillissent mal. Les grands ensembles avaient en effet une autre image dans ces années-là. À l'époque, lorsqu'on est jeune, issu d'une famille nombreuse aux moyens financiers limités, c'est une chance de partir en banlieue où s'édifient les premières cités. Question de logement, on est mieux ici, à part distraction. Vous étiez logé comment à Houy? 2 chambres et une cuisine. Et pour combien de... 12. Comment? 12. Vous êtes mieux logé? Oh oui, même mieux. Vous étiez mal logé? Combien étiez-vous dans une... 9 dans 2 pièces. Et ici? Ici on est 9, mais dans 4 pièces, 4-5 pièces. Oui, c'est plus vivable. Oui. J'étais assez content d'habiter dans le Grand Ensemble, enfin pas tellement pour le Grand Ensemble lui-même, mais pour le logement, qui était beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Vous étiez logé comment avant? On avait 2 pièces pour 6 personnes, enfin c'était assez minime. Et maintenant vous avez combien de pièces? On a 5 pièces pour 6 personnes. C'est vrai qu'avant, dans les années 60, ces banlieues, c'était le rêve. C'était, on arrive, on a un appartement, on a un 4 pièces, chaque enfant va avoir sa chambre, on a une douche. Ludovic se souvient, c'était le cas de sa famille, sans eau courante, avant de s'installer à Mantes, au Val-Fouré. C'était très bien, tout le monde avait l'eau potable, une douche, le confort moderne, que mes grands-parents, c'est la première fois qu'ils avaient le confort moderne. Les parents de Fanchon étaient mal logés eux aussi avant d'emménager à Sarcelles. Donc forcément, quand ils sont arrivés dans le logement tout neuf avec 3 chambres pour les enfants, l'eau courante, c'était exceptionnel. Je pense qu'il y a eu une réelle satisfaction. Je pense que ça a été de réelles années heureuses. De l'espace, du confort pour la famille, mais pour les jeunes, aucun loisir de prévu. Ils s'ennuient. La semaine, ils traînent dans les magasins et le dimanche après-midi, c'est la surprise partie dans la cave. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans les caves de ces grands ensembles, on ne fait plus de boîtes de nuit. Les danses dans les caves, en tout cas, ça se fait plus. Aujourd'hui, on regarde plus avec le sourire, mais et je pense que si vous emmenez quelqu'un à aller danser dans une cave, il risque plus de flipper qu'autre chose, quoi. À l'époque, la voiture, le permis de conduire, c'est l'entrée dans l'âge adulte, la liberté, l'évasion, les vacances. Pour les garçons, c'est aussi le moyen de faire des conquêtes. Vous trouvez qu'un garçon qui a une voiture a plus de succès auprès des filles? Ah oui, bien sûr. Maintenant, une fille, elle aime qu'on aille la promener en voiture, quoi.
Ça, c'est vrai. Est-ce que vous trouvez que c'est dangereux pour une jeune fille de monter dans une voiture avec un jeune homme? Moi, je trouve, oui. Pour quelle raison? Parce qu'il faut qu'elle le connaisse vraiment. Vraiment, ce soit un très bon copain. Parce que sinon, ces voitures, il y a beaucoup de pièges. Mais ouais. C'est vrai, hein? Et dans les, sur les motos, sur les cyclomoteurs, c'est moins dangereux? Oh, c'est pareil, exactement pareil. Quand un gars veut faire un mauvais coup, en métro, en autobus, en vélo ou en cyclomoteur, c'est exactement pareil. Et vous vous méfiez? Ah, et beaucoup même. À l'époque, les bolides rivalisent de puissance, leur carrosserie d'élégance. On se retourne sur les belles allemandes, les élégantes britanniques, sur les longues américaines. Elles font rêver les garçons et craquer les filles. Quelle place tient aujourd'hui l'automobile dans la vie de ceux qui ont 20 ans? Les voitures font plus craquer les filles, je pense que c'est pas parce qu'un homme a une voiture qu'on va aller se ruer vers lui, parce que de toute manière tout le monde en a. Aujourd'hui c'est totalement, c'est plus du tout ça. Maintenant c'est une banalité, limite les garçons ils en ont presque rien à faire des voitures. Maintenant la voiture c'est plus très positif, vu que ça pollue, non on est tous sur l'écologie, consommer moins. On aime bien dire je n'ai pas de voiture, la voiture c'est un poids et on aime bien dire je suis libre sans voiture. À l'époque, certains sont prêts à commettre un délit pour emmener leur conquête faire un tour, ou simplement pour épater les copains. C'est ce qu'on appelle la virée du samedi soir. Alors comment est-ce qu'on fait pour voler une voiture? Soit avec... si la portière est fermée avec une lime à ondes. Ça vous est arrivé, non, d'essayer? Non, non. Non, mais vous avez des copains qui l'ont fait. Oui. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient des voitures volées? Après, ils sont débarrassés. Au bout de combien de temps? Ils font un petit tour, 2-3 jours. Parfois, le délit est plus grave et ils font connaissance avec le monde carcéral. Ce jeune homme se retrouve en éducation surveillée après l'attaque d'un chauffeur de taxi. Comment l'as-tu choisi, chauffeur? Oh, le premier venu, quoi. Le premier venu, quoi. C'est-à-dire, pas un jeune, quoi. À peu près un vieux, quoi. Un vieux? Pourquoi oui, un vieux, quoi. Il avait 55 ans, quoi. Pourquoi un vieux? Oh, je me disais, il y avait peut-être moins de défense, quand même, quoi. Alors, je connaissais un petit peu Ivry, alors j'ai amené le chauffeur de taxi à Ivry. Et là, alors, je lui ai dit, je vais arrêter, je vais descendre là. Alors, il est descendu. Au moment que je vais pour payer, quoi, j'ai attaqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'avais rien du tout pour l'attaquer. Alors, j'ai attaqué avec mes chaussures, quoi. J'avais des chaussures à talons hauts, comme ça. Tu avais retiré ta chaussure? Oui, oui. De main droite, quoi. J'ai fait sur la tête, 2-3 fois, quoi. Il a attaqué avec mes chaussures. C'est gros désespéré. C'est bon, ça. Ouais, ça me fait Le rire parce que... braquage à la chaussure, faut que ça revienne à la mode. À leur tour, Johanna et Marie-Lou marquent leur surprise à l'écoute de cet autre témoignage de 1965. Les tournantes ne sont pas une nouveauté. Qu'avez-vous fait? On s'est envoyé une fille à 4, quoi, mais il y en a 2 qui n'ont rien fait. Puis elle consentait à le faire, quoi. Elle voulait bien, la fille, elle voulait bien passer avec tout le monde. Il y avait 7 garçons. Elle voulait bien passer avec tout le monde, mais sauf avec un. Et alors, on l'a fait, quoi, et puis elle a porté plainte. À l'époque, les policiers ont encore l'autorité d'un Gabin ou d'un Ventura. Messieurs, police, papier. Vous allez vous mettre à table. Hein. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Parce que vous n'êtes pas à faire les enfants de cœur, hein, ici, je vous le dis. Hein. Ah bah voilà quelque chose qui a bien changé pour le coup, la police. T'as bien fouillé, les gars, là? Hein, y a rien? Là, ils imposent du respect. Aujourd'hui, beaucoup moins. En même temps, c'est peut-être à cause de ça qu'il n'y a plus de respect aujourd'hui. Ils ont tellement abusé. Mon vieux, qu'est-ce que tu fais comme profession? Hein? Mais lorsqu'à cette descente de police succèdent brusquement ces images, Lucie reste perplexe. Ça doit être ça. Et si, c'est ça. Ces images datent aussi de 1965. C'est un happening, un spectacle nouveau, total, dit-on à l'époque. Une attaque radicale des valeurs traditionnelles, précisent ses auteurs. Les temps changent. Comment est-on passé brutalement des costumes cravates à ces déchaînements d'énergie des années 65-66 ? C'est en fouillant dans une librairie qu'un ouvrage leur fournit une réponse. Son auteur explique qu'en 1965, les jeunes se détournent du yéyé. Ils ont grandi. Ils préfèrent maintenant les groupes anglo-saxons, violents et rebelles, comme les Kings. I say the shit.
Fanchon et Nicolas ont convaincu l'auteur du livre, l'historien Jean-François Sirinelli, de leur accorder quelques minutes pour leur expliquer les raisons de ce divorce parent-enfant sans précédent. À l'époque, c'est la première fois dans l'histoire de la France, si vous voulez, qu'une culture de jeunes arrive d'une certaine façon à imposer ses codes, ses valeurs, ses mythes, ses imaginaires à la culture des adultes. Alors que ses parents, même s'ils sont encore jeunes, ils ont 35-40 ans, on va dire qu'ils sont enracinés dans une culture française qui peut apparaître d'ailleurs à ces jeunes gens comme une culture un peu, entre guillemets, franchouillarde, un peu, si vous voulez, enclavée. Leurs parents, c'est encore et toujours l'accordéon, la guinguette, le jeu de boules et le pastis. À quoi les enfants répondent par Paul, John, George et Ringo. Un vent d'hystérie arrive d'Angleterre. Les Beatles viennent d'inventer ce qu'on appellera désormais la pop music. Ces mêmes jeunes ne savent plus où donner de la tête lorsqu'apparaissent de nouveaux venus, tels les Rolling Stones, partisans d'un rock pur et dur. Nicolas demande à Jean-François Sirinelli pourquoi il attache tant d'importance aux chansons de ces années-là. Oui, à partir de 66, il y a le second versant des années 60. Et c'est pour ça que le chanteur Antoine est très intéressant. Pour un historien, c'est presque, si vous voulez, l'idéal. Ah, ce sont les trois fanatiques de Johnny. Ça va ? Pourquoi ? D'abord, dans son apparence même. C'est quelqu'un qui a les cheveux longs. Bon, mais surtout, ce qui est plus important encore que l'apparence, c'est la teneur des chansons. Parce que là, dans ces chansons, il va commettre des transgressions. On est sorti du yéyé. Antoine n'a que 22 ans, il n'est pas un chanteur engagé, mais il écrit des textes provocants pour l'époque. Pourquoi ces canons? Pour faire la guerre, mon enfant. Pourquoi, plus souvent qu'on ne l'imagine, faisons-nous la guerre aux gens? Mais Antoine déconcerte aussi par son non-conformisme et son humour. C'est ça. On dirait pas de la reste, là. Les lunettes. Quand les gens vous reconnaissent dans la rue, quelle impression vous sentez-vous? Vous savez, avant, maintenant il se retourne en disant « Oh, c'est Antoine ». Avant, il se retournait en disant « Il est en grève ton coiffeur ». Oh, il est taillé dans mon chasse-sucette. Il est taillé dans mon chasse-sucette, le mec. Autre célèbre transgression, dans les élucubrations, son plus grand succès. Il propose au général de Gaulle d'autoriser la contraception, toujours interdite à l'époque. J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah! Antoine a saisi l'air du temps. Les jeunes filles sont en marche vers leur émancipation grâce à la pilule. Quelle révolution en quelques années. Quentin et Rudolph sont impressionnés par le témoignage d'une jeune femme enregistrée 3 ans plus tôt, en 1963. Elle avait fauté, comme on dit encore à l'époque. Chassée par ses parents, elle avait échoué dans un foyer pour mères célibataires. C'était la faute, c'était... Non, même, je ne sais pas si... Moi, il m'est arrivé parfois de ne pas oser demander des légumes ou du pain parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on nous distribuait le pain, qu'on nous faisait la générosité et que c'était toujours après ce que vous avez fait, vous n'avez pas à tendre la main, vous n'avez pas à réclamer quoi que ce soit. Évidemment, je savais très bien comment se faisaient les enfants, ça sûrement, je le savais, mais je n'y pensais pas. J'ai toujours l'impression que c'est le genre de choses qui arrivent aux autres. C'est encore très tabou. Hein. Ouais, c'est quand même vachement tabou. Moi-même, quand je me suis trouvée enceinte, je pensais absolument pas que c'était ça. Je pensais qu'il fallait que j'aille voir un médecin. Et puis j'avais mal au cœur. J'ai cru que c'était des crises de foie. Au début, j'ai soigné mon foie. Je pensais absolument pas que j'étais enceinte. Comme le dit la fille dans le reportage, on croit toujours que ça va tomber sur quelqu'un d'autre, mais c'est impossible que ça tombe sur moi. C'est quelque chose qui étrangement, bizarrement, a encore cours dans notre jeunesse, même si on a accès à tous ces moyens de contraception. Si le copain a pas de préservatif, on va pas attendre qu'il aille en chercher un. Il y a la contraception d'urgence, donc on se préoccupe pas trop de ça. Quelle avait été votre éducation avant? Mon éducation dans ce domaine-là avait été, je peux dire, pratiquement nulle. Justement, l'éducation, si t'as pas l'éducation, si les parents t'en parlent pas... Voilà.
On ne vous avait rien dit, ni vos parents, ni Non. le collège ou... Non, absolument pas, non, ça on n'en parlait pas. Puis elle fait aussi que les garçons et les filles étaient séparés, mais bien sûr. Et voilà. Alors que nous, maintenant, au collège, ça fricote de tous les côtés, quoi. Ouais. Tu l'avais vu le roman photo? Non? C'était dans Mademoiselle Ashton, je crois. La presse féminine de 1966 témoigne d'une nette évolution des mœurs. Elle publie ses premiers articles sur la contraception, les nouvelles pratiques amoureuses, à l'heure où le monokini fait son apparition sur les plages de Saint-Tropez. Les mentalités changent. La société se fait moins pudibonde. Laissez-vous aller, prenez rien, voilà, comme ça. Même l'ORTF, qui n'est pas réputé pour sa liberté de ton, s'autorise ce reportage sur les pin-up. Dans les chansons, les métaphores se font de plus en plus audacieuses. Après France Gall et ses sucettes à Lani, Dutronc vante son piège à fille. J'ai un piège à fille, un piège tabou, un chouchou extra qui fait craque mon cul. Les filles en tombent à mes genoux. Quant à Michel Polnareff, 21 ans, il franchit une étape supplémentaire en écrivant, en 1967, « Faire l'amour avec toi ». Des paroles sans équivoque cette fois, qui ne sont autorisées de diffusion qu'après 22 heures. Donc ça fait « Moi je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. » À l'époque, faire l'amour ne s'emploie qu'entre adultes et dans l'intimité. La chanson fait polémique, mais l'érotisation de la société n'en continue pas moins à gagner du terrain. Une nouvelle boîte à la mode, le Bus Palladium, vient d'ouvrir ses portes à Paris. Quand on a 20 ans, on y danse le jerk jusqu'à l'épuisement, des nuits entières, sur des rythmes venus d'Angleterre. C'est également d'Angleterre qu'arrive la mini-jupe. Lancée par Marie Quant, c'est un nouveau témoignage de l'évolution des mœurs. C'est années 60 ça? C'est quand même super court. Ouais, c'est courageux. Aujourd'hui, ces tenues audacieuses sont à nouveau recherchées du côté des puces. T'imagines, après maintenant on nous dit que ma grand-mère me dit que mes shorts sont trop courts, je lui dis ça va, j'ai un collant en dessous au moins. C'est un peu érotique ce truc quand même. Hein. Ouais. Mais c'est le retour de la femme érotique, c'est la femme plastique bombe sexuelle, tu vois. Là ça fait plutôt maintenant, ça paraît. Là ça fait un peu pute, hein, ça fait. Non, faut le dire, ça fait pute. Une économie côté tissu qui surprend une nouvelle génération pourtant loin d'être prude. On parle vachement plus de sexe, quoi. On est vachement plus cru, je pense, dans la façon de parler. Et le truc, c'est qu'on en parle, alors que les garçons n'en parlent pas du tout. Ils sont peut-être un peu plus pudiques au final. Est-ce qu'on est plus pudique que les femmes, que les filles? D'une certaine manière, peut-être. Un garçon, ça met plus de temps à parler de choses personnelles entre eux, je pense. L'homme se féminise, c'est clair. Même le modèle masculin se voit remis en question lorsque la mode se plaît à inverser les rôles. Le voici changé en homme-objet. Dans le même temps, les cheveux longs d'Antoine descendent dans la rue. On nous impose d'avoir les cheveux courts, on a envie d'avoir les cheveux longs, ça embête tout le monde, c'est très bien. Parce que c'est à peu près le seul moyen qu'on a pour prouver qu'on existe vis-à-vis de la génération qui nous précède. J'ai cherché un moyen de m'affirmer. Alors j'ai vous singularisez d'eux. Oui, c'est ça. Je me suis rebattu sur les cheveux. L'homme découvre la mode. Il porte des eaux de toilette, il s'habille de couleur pastel. Les garçons n'hésitent plus à entrer dans les boutiques pour s'offrir des pulls de jeunes filles. La mode est au miné. Les silhouettes androgynes sont au goût du jour.
C'est la naissance de la mode unisexe dont l'influence va s'étendre sur les comportements masculins jusqu'à nos jours. Je pense que les hommes, justement, de plus en plus, ils prennent soin d'eux, comme les femmes. C'est même out pour un homme de ne pas prendre soin de lui et de ne pas être efféminé, on a l'impression. On veut tellement rendre beaux les hommes, les rendre parfaits, voilà, on leur met du fond de teint, que en fait, on a plus ce qu'on recherchait à la base. Les hommes ne sont plus des hommes. Et justement, je crois que en fait, les filles, on a beaucoup changé. Je voyais dans les archives qu'on a vues, c'était les hommes hyper virils. Au début des années 60, l'homme viril fait encore rêver les femmes. C'est l'époque où on admire une star qui sait donner des coups et en recevoir. Les femmes aiment les durs, les battants. La boxe m'a donné ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Qu'est-ce que c'est la hargne? La hargne, pour moi, du moins dans un ring, c'est la volonté de gagner qui vous donne cette sorte de hargne. Au fil des années, les gros bras vont faire place à des hommes plus délicats, plus raffinés. Les muscles et la virilité cèdent du terrain. Qu'en pensent les filles d'aujourd'hui? On recherche quand même une certaine protection de la part de l'homme. On n'est plus dans le côté, on n'a plus envie d'être dominé par un homme. On n'a pas non plus envie d'avoir des femmes à côté de nous, quoi. On a envie d'avoir des hommes, des vrais. Et on voudrait à la fois qu'il soit notre père et qu'il nous protège et un superbe amant. Donc, on est un peu on est un peu victime de ça. J'ai un copain la dernière fois qui me disait qu'il savait plus comment faire avec les filles. Est-ce qu'il devait être galant ou est-ce qu'il devait pas être galant? Ils savaient pas trop, quoi. Ils savent pas s'ils doivent lui tenir la porte quand elle sort de la voiture ou ce genre de truc, ou si ça va être mal interprété, tu vois, par des nanas hyper féministes. Et du coup, il me disait, ouais, je suis complètement paumée, je sais pas comment faire. Est-ce que mes gestes vont être mal interprétés? Il a le cul entre deux chaises, quoi. Genre, moi, je sais pas trop non plus. J'avoue que des fois, je sais pas comment me comporter non plus. J'ai l'impression qu'on est vraiment une génération entre deux où on est à la fois dans un truc hyper conventionnel, hyper normé, et à la fois dans la revendication. Si tu veux, moi, je veux bien être féministe et me revendiquer, voilà. Je veux bien avoir tous les droits, mais en même temps, j'aime bien aussi quand on prend soin de moi. Donc, je suis un peu... moi aussi, je me sens un peu perdue, quoi. Donc il y a peut-être un regret dans ce sens-là, il y a peut-être parfois une volonté de reconquérir chacun sa position, l'homme qui veut reconquérir sa position d'homme et la femme qui veut reconquérir sa féminité. Les beatniks. De partout, l'autorité et la tradition sont remises en question par ceux qui ont 20 ans. Voici qu'apparaît une sorte de vagabond, flâneur et bohème. Des clochards intellectuels, disent certains, eux préfèrent le terme de beatnik, venu des États-Unis. Ils protestent contre la société et le mode de vie qu'elle leur propose, surtout lorsqu'ils sont issus de milieux aisés. J'ai vu ce que donnait une famille qui était basée sur l'argent, sur les biens matériels. J'en ai eu vite marre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible qu'il n'y ait que ça. Ça, je l'ai eu à partir de 14 ans. Après, j'ai commencé à évoluer et j'ai découvert qu'il y avait des types comme moi, qui avaient les mêmes idées que moi, qui avaient trouvé un mode de vie qui me convenait assez. Je me suis lancé là-dedans. Les gens vous reprochent le plus, c'est de ne pas travailler. Vous êtes contre quel genre de travail? Le travail du bureau où il faut pointer le matin, il faut, mettons, faire un travail bête, être à la chaîne ou alors être bureaucrate, perdre 8 heures de sa vie dans le fond dans un bureau, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux un travail libre. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Je dessine par terre, je fais des craies. Vous avez de l'argent sur vous? Non, j'ai 20 centimes. Comment allez-vous manger demain? Je vais dessiner ce soir. Ils mènent une vie en marge. Ils s'installent dans des logements inoccupés et organisent leur existence dans ce qu'on commence à appeler des squats. C'est pas très propre, mais nous, les femmes de chambre, c'est bourgeois. Moi, j'ai ma chambre puisque je suis le pape des beatniks. J'ai des bouquins, je bouquine. J'écris des poèmes aussi, je joue de la guitare. J'ai pas de draps. Les draps, ça me gratte. Ça me donne des cauchemars.
Ils rejettent la réussite matérielle, ne vivent qu'au présent, sans souci du lendemain. Quels sont vos rapports maintenant avec votre famille, avec vos parents? C'est-à-dire que j'ai rompu les amarres côté matériel, tout ce qu'ils peuvent me procurer du côté matériel, parce que leur bonheur qu'ils veulent me donner, pour moi, c'en est pas un. Ouais, il y a ce refus du bonheur matérialiste qui est assez joli au final quand même. On a l'impression que les gens avaient plus de courage à se révolter, à adopter des modes de vie alternatifs qu'aujourd'hui. J'ai eu le sentiment que le beatnik était un bourgeois qui refusait sa condition. Je suis différent de mes parents, quoi. Aujourd'hui, si on ne parle plus de beatnik, il existe toujours de jeunes marginaux. La différence, comparée aux années 60, c'est que cette pauvreté, elle est subie. C'est subi, c'est pas revendiqué et c'est pas choisi surtout. C'est pas eux qui s'excluent de la société, c'est la société qui les exclut. Plus le temps passe et plus on retrouve la culture américaine. On est en plein dans la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam, elle est vraiment intéressante de retenir cette année dans le mouvement hippie. Les beatniks ont importé des États-Unis, avec la contre-culture, la pratique de ce qu'ils appellent entre eux le voyage intérieur. Autrement dit, l'usage de la drogue. Et les drogues, ce sont des catalystes de changer notre conscience pour nous faire comprendre ce qui passe. Est-ce que vous êtes drogué en ce moment? Ah oui. 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 À la fin des années 60, la drogue fait irruption en France et avec elle, les premiers morts par overdose. J'ai l'impression de voir les reportages actuels, quoi. Ouais. Dans ce document trouvé par Roxane, on montre pour la première fois à la télévision les confessions d'un drogué de 20 ans. Je suis pas heureux, quoi. Bah, l'héroïne, c'est venu comme le hashish, quoi. Un jour, on m'a dit, tiens, y a pas de hashish, si tu veux prendre l'héroïne, tu verras, c'est aussi bon. Alors, j'ai goûté, quoi. Vous avez dit à vos parents vous-même? Oui, moi, je l'ai dit à mes parents parce que je voyais que ça allait pas. Je voulais m'arrêter, je sentais que je pouvais pas, c'était atroce. Ça faisait 2 jours que je n'en avais plus, je me sentais fatigué physiquement et moralement, je sentais que j'avais envie de me tuer, que j'avais envie de me suicider. Mais est-ce que vous vous sentez faible, vous? Oui, je me sens assez faible, oui. Parce que j'ai aucun but, j'ai l'impression d'être inutile, quoi, je sais pas, une impression de servir à rien, voilà. Aujourd'hui, le cannabis est entré dans les mœurs des jeunes. La toxicomanie est devenue un phénomène de masse. Mais d'autres addictions ont fait leur apparition. À commencer par un nouveau mode de consommation de l'alcool, le binge drinking, qui consiste à boire très vite, jusqu'à la perte de conscience. Il y a 2 nouvelles addictions principales aujourd'hui. Il y a la première qui est l'alcool, en fait. Il y a une proximité déjà avec l'alcool qui est plus facile qu'avec les autres drogues. C'est à la fois peu cher et disponible partout. Plus on sort et plus on va boire. Et en sortant, on boit, forcément. Si on ne va pas jusqu'à la limite du coma éthylique, pour certains, la soirée n'est pas réussie. Mais les nouvelles technologies sont aussi à l'origine d'addictions. Internet peut être aussi une addiction, le téléphone portable en est une. La pornographie, je pense aussi, je suis certain. La consommation trop forte d'images aussi peut être vraiment une addiction. Un nouvel état d'esprit gagne la jeunesse de ces années 60. Partir au loin. Ils veulent sortir de la norme, échapper au conformisme, à la routine. Ils savent ce qu'ils fuient, à défaut de savoir encore ce qu'ils cherchent. Clara est emblématique de cette jeunesse de la fin des années 60. Elle a quitté son emploi pour fabriquer et vendre des chats en laine sur le trottoir du boulevard Saint-Germain. Oh, le soleil, c'est très chouette. Même sur le boulevard Saint-Germain ou n'importe où. On s'assoit par terre, c'est agréable. On peut, sans souci de vêtements, de rien, on regarde passer les gens.
Tout le monde est un peu badaud, c'est très chouette de voir casser les gens. À l'approche de l'été, avec son compagnon, elle a décidé de transporter sa petite entreprise dans le Midi. Ils partent à l'aventure, certains de pouvoir vivre quelque part à leur guise. Vous êtes gentil de nous avoir pris. Moi, j'étais aussi dans un bureau comme les autres. Et je faisais toute la journée, j'écrivais, je grattais du papier, j'étais employeuse d'écriture. Je suis partie parce que ça n'allait pas, c'est tout. Le jour où je voulais partir, je trouvais qu'il faisait beau, il fallait que je reste là, écrire des trucs sur un papier. Moi, je veux pas être esclave de personne. Je veux absolument être libre. On ne peut pas me définir. L'année dernière, je me suis acheté un sac Hermès. Ça vaut une fortune et moi, c'est ridicule. On se moque de moi. Je pars avec des valises et puces et tout d'un coup, au milieu de tout mon barda, je sors un sac Hermès. C'est idiot. Mais ce jour-là, j'avais envie. Il y a des femmes qui en attendent toute leur vie. Elle est géniale, elle est pleine de vie, c'est totalement actuel, c'est tout à fait contemporain. Pour avoir du style, il faut avoir acheté peu, mais acheter l'article qui va faire toute la différence et qui va vous rendre unique. Ces jeunes de la fin des années 60 sont bien décidés à voir plus loin que l'horizon de leurs parents. Ils aiment l'aventure. Si l'autostop est un moyen économique pour voyager, c'est d'abord un état d'esprit, l'occasion de faire des rencontres, de communiquer avec les autres. Rencontrer l'autre, c'est l'objectif de ces jeunes qui, pendant l'été 66, montent un spectacle à l'intention des communes rurales du Vaucluse. Représentation théâtrale des chansons à ce soir, à ce soir. Je voudrais te voir un jour suspendu dans la voilure. Ils se sont donnés pour mission de porter la bonne parole culturelle à un public populaire. Ces idées généreuses ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur. Et derrière, vous avez le résumé. Ah, le résumé. C'est ça. D'une façon générale, ils nous considèrent quand même, quand on arrive comme des vagabonds, des romanichels, vous savez, on se méfie un peu. Et puis, je suis pieds nus, j'ai des cheveux longs, et donc ça m'oblige vis-à-vis des gens à... Déjà, on me juge. Hein, ils n'ont pas de domicile, ils couchent là, mais après, ils vont partir demain. Il y a une méfiance. Cette vie itinérante, dans un contexte culturel et politique en pleine effervescence, ne va pas sans heurts. Il y a des discussions enrageuses. Ça peut partir d'une petite cuillère comme du Vietnam. C'est d'ailleurs en général les deux thèmes favoris. Oui. Mais d'ailleurs le manger ça va encore, non parce qu'ils ronchonnent mais ils sont pas agressifs, tandis que le Vietnam c'est le couteau sur la table. Personne n'écoute personne, chacun braille son avis et puis ça donne rien du tout sauf un bon mal de tête et puis pas mal d'excitation. Alors après il faut essayer de s'isoler une demi-heure avant la représentation pour essayer de pas être trop mauvais parce qu'autrement on est comme ça et puis agressif en diable. Depuis des mois, le fond de l'air est à la politique. La jeunesse affirme ses convictions, conteste en toute occasion. En 1968, le quartier latin s'enflamme. Alors là, la question, ça va être qu'est-ce qu'on met sur cette page-là, mai 68 ? Et il faudrait mettre exactement. Des images. Je pense que l'important pour mai 68, c'est vraiment de les illustrer aussi. Le plus important, c'est que ce soit quelque chose d'assez illustré, que ce soit pas que l'écrit. Oui, on peut mettre les affiches des Beaux-Arts. D'accord. C'est les ateliers d'art, les élèves qui avaient fait des affiches de propagande. Super engagé. Révolte contre l'autorité, contre De Gaulle, un président si vieux quand on est jeune à l'époque. Mais quelle place tient la politique dans la vie de ceux qui ont 20 ans de nos jours ? À 20 ans aujourd'hui, on estime que la politique justement n'a plus aucune influence sur le monde. La politique pour le jeune, ça reste du blabla et rien de concret ne sera fait ensuite. Si s'exprimer, c'est voter, alors je pense que le jeune de 20 ans aujourd'hui va vouloir s'exprimer plutôt sur des plateformes, sur Internet. Je pense qu'Internet libère d'une certaine manière la parole. C'est un moyen de gagner une certaine liberté de parole que l'on ne trouve pas forcément dans certaines autres expressions. On a vu les révolutions du printemps dans le Maghreb, c'est venu des jeunes qui communiquent
et qui sympathisent entre eux, qui relaient l'information de manière assez directe. Donc ça, c'est une chance par rapport aux années 60. S'ils portent un jugement sévère sur la politique, c'est qu'elle ne pense pas assez à demain, à leur avenir. En France, je pense, on a cette volonté de crispation pour que les choses restent un peu comme elles l'étaient. Ça fonctionne, ça a fonctionné, ça fonctionnera bien un petit peu encore. Ces années contestataires vont donner le coup d'envoi à une nouvelle créativité dans le domaine du design, dans celui de la mode. La peinture désacralise l'art, s'inspire du quotidien. Tous les domaines de la création se remettent en question. Au lendemain de mai 68, faute d'avoir changé la vie, certains jeunes décident de changer d'existence. Ils choisissent de tout partager. C'est l'apparition du vivre en communauté, inspiré de l'exemple californien. Sur un plan philosophique, j'essaye de comprendre un peu, de donner un sens à ma vie. C'est la raison profonde pour laquelle je suis ici. Essayer de revoir un peu tous les principes qu'on m'a inculqués et voir si ça répond vraiment à quelque chose. Jusqu'où va le collectif? Tous les aspects, nous essayons de collectiviser, oui, tous les aspects sexuels, émotionnels, politiques, économiques. Il y a toute une éthique du corps, d'être sain, d'être proche de la nature, et ça fait partie de cette philosophie. Le mariage, si vous voulez, ou la famille aliène complètement la femme, l'enferme dans un rôle traditionnel et il n'y a pas moyen d'en sortir. Tandis qu'ici, en fait, ce qui est important, c'est la liberté. C'est la liberté individuelle à l'intérieur du collectif. On se rend compte qu'une seule personne ne peut pas combler tous vos désirs et tous vos besoins. S'il y a des relations sexuelles entre trois personnes, les trois personnes sont amies les unes avec les autres. Ce qui veut dire que la jalousie qu'il peut y avoir, par exemple, entre deux femmes qui ont une relation sexuelle avec le même homme, n'est pas la jalousie traditionnelle que l'on connaît dans notre culture, si vous voulez, avec la peur d'être rejeté. Il n'y a pas cette peur-là, puisque nous sommes tous amis ensemble. C'est vrai que la vie en communauté, c'était un peu... ça fait rêver de manière nostalgique, mais ça n'a pas fonctionné, on le sait très bien. Je pense que c'est resté une forme d'idéal pour certains. Donc les gens essayent de retrouver ça en vivant ensemble. Aujourd'hui, on voit les retours avec les colocs. Tout le monde essaye de retrouver cette espèce de vivre en communauté. La prochaine fois, c'est ton tour. Où est-ce qu'on a mis les torchons hier? Attends, j'en prends. Moi, j'adore pouvoir rentrer de soirée et trouver mes colocs et raconter ma soirée. Alors que je paye le même montant que si je prenais un 15 mètres carrés à Paris, mais c'est... En fait, j'ai l'impression de rentrer chez moi, dans ma famille, quoi. Ce goût de la communauté et du partage s'inspire du mouvement hippie. Ces jeunes ont choisi de vivre en marge, refusent les contraintes sociales et inventent ce qu'on appelle une contre-culture. Ils aiment se retrouver à l'occasion de grands rassemblements. Ils sont à l'origine de ces concerts géants qui attirent toujours autant les jeunes aujourd'hui. Alors, ce qui se passe pendant les concerts, ça fait partie justement de cette libération. On entre dans un rassemblement qui pousse à quelque chose qui est peut-être plus animal, mais peut-être plus vrai de l'être humain. Ils auront marqué l'histoire de ces années. Les rassemblements de Hyde Park, de l'île de Wight ou de Woodstock. Aujourd'hui, les gros festivals d'été, etc., je sais pas si c'est de la contre-culture. Non, au contraire, c'est devenu... Enfin, c'est ce qu'il faut faire, quoi. En été, on va dans les gros concerts. Il n'y a pas de phénomène qui se rapproche de ce que pouvait être Woodstock. Enfin, en tout cas, pas encore, j'ai l'impression. Une dernière page du site est en construction. Un état des années 60, vu à travers leur regard, celui des jeunes d'aujourd'hui. C'est l'occasion de confronter leurs points de vue, pas toujours convergents. C'est encore une fois
faire. Non, c'est que... Je suis pas d'accord avec ça. Les choses ont changé de ce point de vue-là. C'est pas le contexte politique qui te nourrit. Nous, on a déjà cette liberté, on sait plus trop quoi en faire, du coup, on se met aussi des barrières maintenant. Je pense que le rêve présent dans les années 60 n'est plus là aujourd'hui, quoi. Par exemple, sur la sexualité, etc., il y a encore énormément de tabous. Il y a plein de choses qui se disent pas, même si on fait style que tout va bien. Ils ont pris pour titre de cette dernière page celui d'une chanson de Gainsbourg, Les enfants de la chance. Ils constatent que ces baby-boomers n'ont connu que la paix, le plein emploi et la liberté sexuelle. En marche d'une façon irrésistible. À tel point qu'ils ont fini par croire au lendemain qui chanterait toujours, comme l'explique l'historien Jean-François Sirinelli. C'est la France de la croyance dans le progrès, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc l'historien que je suis, sans accabler pour autant cette génération, constatera qu'elle a eu un destin à bien des égards privilégié. Alors désormais, quel regard chacun d'entre eux porte-t-il sur cette génération? À l'époque, ils avaient une perspective de rêve devant eux. Les années 2000, c'était une perspective d'un monde meilleur, d'un monde plus soudé. Ils nous ont un peu laissé dans la merde, hein, disons. Plus rien n'est vraiment acquis, on est obligé de se remettre en question en permanence. Je pense que la génération qui a fait mai 68, elle s'est pas assez préoccupée. Clairement, je pense que cette génération-là, c'était une génération de jouisseurs. Ils étaient dans l'instant T. Ils sont tous rentrés dans le moule. Costume, cravate, et ils se sont coupés les cheveux. Peut-être qu'ils sont passés à côté, finalement. Ils sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils auraient voulu, peut-être. S'ils sont reconnaissants à cette génération d'avoir libéré les esprits et les mœurs, d'avoir brisé des tabous, ils lui reprochent de leur avoir légué une société qui n'insère plus ses enfants. Il n'y a pas une personne, vous adresserez pas à une personne de 20 ans qui ne s'interroge pas sur sa vie, sur son existence, sur sa place dans la société, sur son rôle. Puis ce qui est le plus malheureux, c'est que les jeunes aujourd'hui ne rêvent plus. On pense plus à quand est-ce que je vais me caser, quand est-ce que je vais avoir mon CDI, alors que ça veut presque rien dire, hein, parce qu'on peut être viré du jour au lendemain. Donc là, on est plus en recherche de stabilité, je pense, qu'auparavant. C'est à nous d'inventer un modèle. Et je me demande si on n'est pas plus dans la révolution, parce que c'est à nous d'inventer maintenant. Ça sert à rien d'être négatif sur le monde dans lequel on vit. Non, on a le droit de tout faire aujourd'hui. C'est une chance inouïe. On n'a pas le droit de se dire que le monde est moche et pour s'empêcher de faire des choses. C'est trop simple. Le site reçoit ses premiers visiteurs, tandis qu'une autre classe a monté un défilé autour des différentes tendances de la mode de jeunes, ce qu'on appelle les tribus. Ils ont 20 ans. Leurs rêves sont peut-être moins ambitieux que ceux de leurs aînés, mais on ne les sent pas désabusés pour autant. Juste un peu plus pragmatiques. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann.